Bonjour à tous, merci pour l'accueil et l'organisation. Donc là, l'idée, c'est de vous expliquer un petit peu la démarche. Donc, nous, on s'est intéressé vraiment uniquement à la partie sur un public particulier qui est la population professionnelle. Et en gros, on partait du risque perçu par une population plutôt masculine, avec une vraie, au point de départ, une vraie banalisation du risque, hein. Donc, effectivement, quand on aborde une population professionnelle, qui sont exactement les populations qu'on a décrites auparavant, c'est-à-dire des forestiers, des gens qui travaillent, ça va du technicien du terrain, jusque, effectivement, en passant par le chercheur. On a vraiment tout type de population, mais uniquement professionnelle. L'idée, encore une fois, c'est bien de repréciser l'éthique professionnelle, c'est pas les mêmes que l'éthique personnelle. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, pendant le temps de travail, on est placé sous la responsabilité de l'employeur. Et donc, du coup, on ne va pas avoir la même approche, même si évidemment c'est les mêmes tics et les mêmes types de pathologies qui sont transmises, on ne va pas avoir la même approche par rapport à l'évaluation du risque et le propos, encore une fois, qu'on va aborder. Ensuite, ce qu'on a constaté, et le point de départ, c'est que les moyens de prévention sur le terrain étaient extrêmement variables. Et l'application dans nos populations, elle était aussi extrêmement variable. Et donc, notre propos, il a été d'essayer d'apporter les outils d'essayer de modifier la perception du risque pour évidemment améliorer les protections et sortir de ce côté inéluctable de ce risque dans notre population. Ensuite, il y a des choses qu'on n'avait pas forcément perçues et qu'il a fallu aussi essayer de travailler. C'est que par exemple, une grosse partie du personnel, voilà, plutôt féminine d'ailleurs, qui avait une bonne connaissance, en tout cas une perception particulière du risque chimique a été difficile à convaincre, elle est toujours difficile à convaincre sur la balance risque chimique par rapport au risque biologique. On a parlé beaucoup de risques biologiques. Vous allez voir que dans les moyens de prévention qu'on a proposés, on apporte une partie des solutions sur de la protection mécanique, hein, c'est-à-dire éviter que la tique pique ou mord, peu importe d'ailleurs ce qu'on utilise comme terme. Et puis, effectivement, il a fallu se poser la question de la place du risque d'apporter des répulsifs chimiques dans cette prévention. Et puis ensuite, on a un petit peu utilisé le contexte hein, avec l'apparition de nouveaux pathogènes. Donc on a effectivement un petit peu utilisé, même si ça reste un risque qui est quand même relativement à la marge, c'est ce qu'on vous a expliqué dans les présentations précédentes, et de perception de sévérité via effectivement l'encéphalitatique. Voilà, et des nouvelles maladies émergentes. Et en fait, la chose qu'on a essayé d'éviter, c'est vraiment d'aller directement sur le vaccin en essayant, comme vous avez pu le voir, de gérer de façon globale le risque et de proposer surtout, et c'est ça sur lequel qu'on va vous présenter, une méthode d'évaluation de risque. C'est vraiment de repartir de chaque situation individuelle. Pour ça, on a utilisé un certain nombre d'indicateurs. Et en particulier, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait, on a proposé aux agents d'évaluer leur méthode, d'évaluer leurs risques avant d'aller sur le terrain. Donc ça, c'est la partie qu'on va vous présenter. C'est qu'est-ce qu'on doit évaluer, qu'est-ce qu'on doit se poser comme question avant d'aller sur le terrain. Et puis après, on va aussi vous parler dans un second temps des mesures qui sont apportées une fois qu'effectivement il y a eu une morsure. Et en particulier, on va vous préciser, mais très très rapidement, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps, les mesures administratives qui sont spécifiques à notre activité. Moi, je voulais revenir sur les mesures de prévention en général. Et intuitivement, comme ça, on peut se dire que sur les morsures de tiques, on peut aller assez rapidement sur de la protection individuelle. Or, et c'est là où on n'est pas toujours en adéquation avec les mesures qui sont proposées au niveau environnemental, il y a aussi des mesures collectives. Alors, il y a des mesures collectives dans des situations un peu particulières. Hein, donc, évidemment, éviter les situations exposantes en évitant de gambader dans les prairies avec des herbes hautes, ça paraît relativement évident. Puis, il y a des trucs qui sont un peu moins évidents. Et je vous donne un exemple. On a sur nos sites, sur certains sites INRAE, on a des zones de repas qui sont à proximité d'étangs et dans lequel on a laissé, parce qu'on aime bien quand même mettre des arbres fruitiers, et puis comme on essaye de préserver la biodiversité, on ne coupe pas l'herbe. Et puis on met juste à côté les tables de repas. Et en fait, on se retrouve régulièrement avec des gens qui sortent du repas avec des piqûres de tiques. Donc c'est aussi un compromis sur la partie protection collective où effectivement, on évite de faire que les gens se déplacent, y compris sur nos sites qui sont, pour certains d'entre eux, au milieu de forêt. On essaye
sur les zones de déplacement, de vraiment écarter les zones où on ne coupe pas l'herbe. Et donc, vous voyez, c'est les paradoxes dans lesquels on est pris une fois de temps en temps. Donc ça, on est bien sûr de la partie protection collective, qui sont des mesures qui ne tiennent pas uniquement lieu à l'individu. Évidemment, on va vous parler des mesures individuelles. Et puis, on a un troisième niveau de protection qui peut arriver pour un certain nombre de pathogènes, on en a parlé tout à l'heure, qui sont les vaccinations. Donc, l'idée, c'est d'avoir des critères et de réfléchir à des critères d'évaluation du risque avant de partir en mission. Et donc, c'est d'évaluer un risque comme on peut évaluer d'autres risques. Et donc, on a essayé d'articuler autour de quatre étapes. Donc, se poser la question du niveau de risque avant de se rendre sur le terrain. De ce niveau de risque, et on va vous expliquer quels critères on a choisi, on va adapter le matériel qu'on va emmener sur la mission. Alors, j'insiste juste, évidemment, les vêtements, tout le monde y pense. La trousse de secours avec le tir-tic, c'est pas mal aussi. Et effectivement, dans un certain nombre de cas, des répulsifs, des insecticides et des antiseptiques en cas de blessure, pas uniquement pour les tirs d'ailleurs. Et donc, on peut aussi se poser, enfin, nous, l'idée, ça a été aussi d'amener les opérateurs et les agents à se poser la question des autres risques. C'est aussi pour ça que la trousse de secours, elle n'est pas spécifique aux mentions éthiques. Adapter les mesures de protection en les ajustant et en les combinant. Donc, on a essayé de graduer les protections. On ne va pas proposer tout le temps le même type de protection et toujours le même type de prévention. Donc, on va vous montrer comment on a essayé de proposer des solutions différentes à chacune des situations. L'idée, encore une fois, ce n'est pas d'arriver à la protection maximale tout le temps parce qu'elle n'est pas adaptée par rapport au travail qu'on peut faire. Et puis, les consignes de surveillance systématique. Voilà, on a aussi tout un volet où, en fait, le guide qu'on est en train de diffuser et sur lequel on est en train de continuer à essayer de l'améliorer avec les retours d'expérience des utilisateurs. C'est un outil, mais qui est aussi un outil qui est articulé autour de, par exemple, des visites médicales que je fais avec les forestiers et les gens qui sont exposés, sur lequel, du fait que les visites sont récurrentes, on peut aussi vérifier que les messages qu'on passe et la façon dont le regard éventuellement des agents se modifie, et puis revenir sur des choses qui n'auraient pas été bien comprises. Voilà. Et en fait, l'idée de base du sujet, c'est quand même d'améliorer globalement l'information et aussi de donner des outils utilisables sur le terrain. Merci Vincent, bonjour à toutes et à tous. Alors, comme il vous l'a dit, vous le verrez, on a effectivement essayé de déterminer 3 critères d'évaluation a priori de l'intervention sur le terrain, de manière à armer nos agents et à les accompagner sur le choix du niveau de protection. Donc, comme vous pouvez le remarquer sur la diapositive, on s'est basé un peu sur ce qu'a présenté Jonas dans ses diapositives, c'est-à-dire des notions de densité de population de tiques, de risque de contact. La partie vulnérabilité est traitée dans les niveaux de protection que je vous présenterai après. Très naturellement, et sur le retour d'expérience qu'on a eu et qu'on a sur nos activités, on s'est basé sur le type de travaux réalisés, et notamment la posture en fait, adaptée par les agents. Ce qu'on a constaté, et notamment par rapportage photo ou par témoignage terrain, qu'on a des agents qui vont être jusqu'à être allongés au sol pour réaliser la tâche. Et donc là, sur des environnements ou des milieux naturels propices à la présence de tiques, on va avoir une surexposition, une certaine quantité de la partie du corps, et donc on va augmenter le risque. Bien sûr, la zone géographique, on l'a vu, notamment, et c'est ce que disait Vincent, on peut avoir des milieux humides, denses. On voit que des régions sont principalement touchées par la présence de tiques et de pathogènes. Donc voilà, sur ces évaluations en termes de milieu naturel et de typicité de milieu naturel, ou bien, et on a voulu le prendre en compte, le contact avec nos animaux d'élevage. Parce que comme ça a été prouvé par les différentes présentations, les animaux d'élevage bovins caprins peuvent être porteurs et transmettre, en fait, permettre la morsure de tiques à l'être humain. Ce qu'on n'a pas pris en compte, parce qu'on en a quelques unités, ça sera sûrement ajouté dans le guide, c'est aussi tous les collègues qui sont au contact de la faune sauvage. On a des collègues sur Toulouse notamment, qui sont soit au contact des cervidés en milieu naturel, soit sur des cervidés en milieu captif. On sait que le cervidé est un hôte naturel du tic adulte. Donc ça sera pris en compte et ça prend aussi en compte ces activités-là. La zone géographique, et vous voyez qu'on a repris des cartographies, notamment sur la présence d'encéphalite ou bien de borréliose, ou bien de maladie de Lyme, pour aider aussi les agents, et vous verrez, à prendre en compte ce niveau de risque de transmission d'un pathogène par mention. Bien sûr,
Comme dans toute évaluation, il y a une notion de temps. Donc, tout d'abord, la période, et vous l'avez démontré par vos présentations dans la journée, on a des périodes propices d'activité de la TIC hein, qui ont tendance, on a mis avril, octobre, à se décaler un petit peu, hein, notamment en termes d'évolution climatique. On va plutôt être sur des début mars, sur ce que vous avez pu observer par le passé. Et puis des temps d'intervention, effectivement, on le sait, ça c'est un critère assez commun de l'évaluation des risques, c'est plus le temps d'intervention, plus le temps d'exposition est long, plus on augmente le risque de mention. Ces trois niveaux de critères, enfin, ces trois critères d'évaluation permettent de donner trois niveaux de risque qu'on a résumé là assez rapidement. Hein. Donc, le niveau 1, le risque de base, ce sont des déplacements donc sur sentier, hors herbe haute, des interventions sans contact avec des animaux d'élevage ou bien des interventions dans une zone de présence faible d'éthique. Un niveau 2, risque important, donc un travail au contact du sol, en parcelle, en prairie, en herbe haute, un travail contact animaux d'élevage et sur des périodes d'activité de la TIC, donc printemps jusqu'à l'automne. Et puis, sur le niveau 3 qui est le risque le plus grave, ce sont donc les activités ou les typologies d'activités du niveau 2 avec, pardon, excusez-moi, je suis remonté, voilà, avec des zones où on a détecté des présences de pathogènes hein, encéphalitiques ou maladies live ou autres. Hein, on parle principalement de ces deux-là parce que c'est dans la culture commune les plus connues. Mais le docteur Maud nous l'a montré, il y a quand même d'autres pathogènes, certes bénins, mais qui sont transmissibles à l'homme. En gros, enfin, il y a quand même, vous avez vu que sur les cartographies, que ce soit en termes de densité de tiques et ou de présence de pathogènes, les cartes sont relativement proches. On a quand même tout le Grand Est et la transversale, en tout cas sur la partie France. On a aussi des agents qui partent régulièrement dans le centre de l'Europe. Et donc cela, effectivement, hein, par rapport à ce qu'on discutait tout à l'heure sur le vaccin, par exemple, on va moduler les réponses qu'on fait aux agents en termes de prévention avant le départ. Effectivement, on s'est appuyé sur le réseau Sentinelle hein, pour notamment la borréliose. Très naturellement, qui dit niveau de risque va derrière donner un niveau de protection nécessaire pour maîtriser tant que faire se peut le risque de morsure. On sait que le risque n'existe pas de toute façon. Donc, on a essayé de travailler en fait à trois niveaux de protection. Ce que disait Vincent dans sa présentation, c'est qu'on s'attend à ce que ces niveaux soient modulables. Effectivement, une activité sur le terrain n'est pas une mono-activité. Il y a une phase de déplacement, il y a une phase d'activité, peut-être multiple, donc avec des niveaux d'exposition qui peuvent être différents. Et puis une phase de retour où effectivement on a des niveaux d'exposition encore différents. Donc, sur ces niveaux de base, ces niveaux de risque, pardon, on a effectivement déterminé entre guillemets un niveau de base. Rappelons que le principe, c'est de ne pas être mordu par la tique. Ça veut dire que la tique ne doit pas avoir accès à la tête. Sur le principe de base, c'est ce qu'on voit assez communément sur les affiches, c'est les vêtements en partie inférieure du corps, donc le pantalon long qui est glissé dans les chaussettes fixant le bas du pantalon le plus hermétiquement possible. Des habits de couleur claire pour effectivement repérer assez rapidement sur soi la présence de la tique. Et bien sûr, je veux dire, c'est quelque chose de logique, mais c'est quelque chose qu'on observe malheureusement et sur lequel il faudra porter attention. On ne part pas en activité professionnelle en forêt, en parcelle, en prairie avec des shorts, des chaussures ouvertes. Ça, c'est à prescrire. Et c'est à proscrire. Ce n'est pas une tenue de travail adaptée dans ces activités-là. Et j'entends bien même en période estivale. Sur le niveau 2, je rappelle, on est déjà sur un niveau important. On va avoir une activité contact du sol. On va être sur des milieux naturels propices à la présence de tiques. Donc, on va venir compléter le niveau 1. Le niveau 1 sera le niveau de base. Il sera mis en œuvre, quelle que soit l'activité. Je pars en mission sur une zone Grand Est, présence de tiques, d'encéphalite, de borréliose. Sur les parcelles forestières, par exemple, je suis en niveau 1 de base. Je vais compléter ce niveau 1 avec, et vous m'excusez, il manque un S. Hein, ce n'est pas une partie base, mais c'est une partie basse. Donc le niveau 1, et là je vais ajouter des guêtres, des jambières, des cuissards. Cette fois-ci en partie haute, je vais être sur des vêtements couvrants qui n'étaient pas forcément imposés en niveau base, mais qui vont se rajouter, voire avec l'ajout de manchettes. On a fait des tests sur des manchettes, alors avec un petit détournement de la manchette, hein, puisque c'est des manchettes souvent qui sont utilisées par les forestiers pour éviter les risques de coupure ou de blessure, mais qui vont assurer en fait une étanchéité du poignet, parce qu'on pourra avoir
lieux de faiblesse et des lieux de pénétration sur les poignets, voilà. Et puis, on va commencer à parler aussi de tout ce qui est protection du cou et de la tête, puisqu'effectivement, on peut avoir des positions en niveau 2, typiquement proche sol, où effectivement, il y a un contact, ou des animaux d'élevage, on peut avoir une tête, un cou, qui soit au contact de l'animal ou à proximité de l'animal, permettant la transmission. Et puis, sur ce niveau 2, on va commencer, et de toute façon, Vincent y revient un peu plus longuement dans la suite de cette présentation, on va commencer à pouvoir envisager l'ajout de répulsifs sur les parties non couvertes. Là, j'ai détaillé que les deux premiers niveaux. Je vais détailler le troisième niveau, en fait, qui est le niveau lorsque l'on est en position d'exposition, on a dit. Ça veut dire que là, on est sur une infestation importante. On a une présence de pathogènes dans les tiques qui est avérée. Donc là, on va venir compléter le niveau 2 par des tenues beaucoup plus étanchéifiantes. On a appelé de type Tyvek, hein, pour que ça parle un peu à tout le monde, Tyvek étant une marque. Donc c'est une combinaison totale qui va venir couvrir l'ensemble du corps, voilà, avec une capuche. C'est élastique aux chevilles, c'est élastique aux poignets, et on peut serrer la capuche. Sachant qu'attention, ces tenues sont à mettre lorsqu'on est en position de très forte exposition, donc couché au sol ou avec des milieux très infectés. Voilà, on va être sur des niveaux 3, donc sur un risque accru de morsure de tique. Là, va être ajoutée la possibilité de vaccination contre l'encéphalite, et cette fois-ci, on va appliquer de manière un petit peu plus systématique les répulsifs sur les parties qui pourraient rester non couvertes. Ce qu'on rappelle dans l'utile, hein, c'est que tous ces niveaux sont variables. Je ne pars pas en niveau 3 du centre de Champenoux, du centre de Nancy, pour aller sur ma parcelle forestière. Non, je vais adapter mon niveau de protection au fur et à mesure de mon activité dans la journée et dans la position d'exposition dans laquelle je vais me trouver. Et c'est à toi la parole. Donc, vous avez compris, en fait, on essaie de trouver les critères d'évaluation de notre risque. On met en place des protections mécaniques qu'on va graduer en fonction du niveau de risque qu'on a. Et ensuite, sur le niveau 3, l'idée de cette première partie, c'est encore une fois de la protection mécanique. Et donc, on monte plus le niveau de risque est important. Sur cette protection mécanique, il y a un moment, la balance qui va arriver dans le bénéfice-risque, c'est qu'on va se poser la question des répulsifs chimiques. Et donc, l'idée, encore une fois, c'est pas de remplacer le risque chimique ou d'augmenter le risque chimique par rapport au risque infectieux. C'est vraiment de faire une balance et de se poser la question, est-ce que la jonction d'un répulsif est pertinente ou pas? Je vous rappelle qu'on est vraiment sur une population professionnelle. Population professionnelle, ce n'est pas de la population publique, et donc on n'est pas dans un contexte de protection de la population en général, on est vraiment sur une population qui est placée sous la responsabilité de l'employeur. Une maladie de Lyme qui arrive d'un point de vue professionnel, bah, c'est de la responsabilité de l'employeur. Et donc, il faut se poser la question de... Alors, les répulsifs chimiques, il y a un certain nombre de conditions d'utilisation. Je vais aller assez vite, mais les trucs qu'on a assez classiquement sur le terrain, bah, c'est des agents qui vont sur une zone. Donc, comme vient de le dire Benoît, il y a une zone d'approche où ils ont du matériel avec eux. Et donc, l'idée, encore une fois, c'est pas de les suréquiper sur ces zones d'approche. La zone d'approche, on va évidemment, comme le font beaucoup de forestiers, essayer d'intensifier la protection mécanique sur le bas. Et puis, à un moment, on arrive en zone, on va avoir besoin de poser du matériel. Et ben, donc, typiquement, on essaye de poser le matériel plutôt sur des bâches quand on peut le faire. Mais on a aussi des métiers qui sont très bizarre, quoi. On a des gens qui font de la biodiversité, ils n'ont même pas le droit de faire pipi sur la zone où ils sont parce qu'il faut préserver l'ensemble du cadre. Donc, on est vraiment sur des gens. On a des gens qui font de la dendrologie, qui sont allongés au sol pour aller prendre des plantules qui sont grandes comme ça, ou pareil, ils n'ont pas le droit de débroussailler avant d'approcher. Donc, on a des métiers qui sont extrêmement différents. Et donc, il faut réussir à essayer, encore une fois, de panacher les protections au fil de l'eau. Ça reprend juste un certain nombre d'éléments, voilà, et assez typiquement et assez fréquemment, on a aussi des zones de pause où on va passer au stade d'après, qui sont les inspections. Et où les gens ils vont rester longtemps sur leur site, et puis à midi, ils vont manger. Et en fait, quand on commence à mettre des protections chimiques, et ben, entre autres, on évite les sprays, hein, je vais revenir rapidement là-dessus. Et donc, il y a un certain nombre de sticks qui existent, mais il y a un moment où il va falloir quand même étaler. Et donc, on se contamine forcément les mains. Et puis, on peut aussi contaminer les vêtements de travail. Donc, quand on va aller manger son sandwich à midi, bah, on va peut-être rebaisser son niveau de protection mécanique, puis on va surtout envisager qu'il va falloir qu'on se lave les mains. C'est une bonne idée pour pas potentiellement avaler des produits chimiques. Voilà. Alors ensuite, sur les molécules qui sont
qui sont proposés. J'ai refait un certain nombre de tours sur la littérature. Il y avait une étude ANSES qui était assez intéressante. Et puis, comme on a quand même des agents qui vont dans des zones où il n'y a pas que des tiques, mais il y a aussi des moustiques, voilà. Et ce qui est vraiment le message de ce slide, c'est qu'en fait, la molécule chimique ne suffit pas. C'est-à-dire que quand vous faites une étude sur les répulsifs qui existent dans la littérature et puis ce qui existe sur le marché, on ne peut pas s'intéresser uniquement à la molécule, il faut aussi s'intéresser à la composition du produit global. En gros, dans un produit, dans un répulsif, vous avez une molécule, mais ensuite, il y a un certain nombre d'adjuvants qui sont mis par le fabricant et qui vont pas étaler de la même façon le produit. Et du coup, il faut vraiment regarder les préconisations spécifiques du produit qui est proposé par le fournisseur. Je vous en ai quand même mis quelques-uns parce qu'il y a un moment, il faut être pragmatique et nos agents sur le terrain, ils ont besoin de savoir ce qui marche pas. Là, les produits qui sont proposés, il y a aussi une autre notion qui est assez intéressante dans cette étude de l'ANSES, c'est que quand on mélange plusieurs substances chimiques, on peut baisser le niveau de chacune la concentration de chacun des produits. Donc en fait, l'idée à retenir de ça, c'est que les associations, c'est plutôt intéressant. Les molécules de base restent des molécules de synthèse, type DET et IR 3535. C'est ça les deux molécules de référence. Et vraiment, encore une fois, il faut privilégier les zones qui sont les zones d'entrée des tiques. Et encore une fois, ce qu'on préconise aujourd'hui, c'est des zones cutanées. Voilà. Il n'y a pas de pénétration dans les études. En tout cas, les pénétrations transcutanées de ces molécules restent dans les études en dessous des seuils de dangerosité identifiés à l'heure actuelle. C'est ça le message aussi qui est important et c'est ça le message à repasser aux agents. Là, ça reprend chacune des spécificités. On va avancer là-dessus parce que franchement, on pourra vous transmettre le guide. Encore une fois, le guide, il reprend tous ces éléments. Il y a toute une partie où on reprend l'écologie d'éthique, on reprend tous les symptômes en reprécisant un certain nombre de symptômes. Et il y a des choses qui sont intéressantes à passer comme message auprès des agents. Par exemple, la différence entre un érythème migrans et ce qui est juste l'irritation qui est liée à la piqûre de tique. Ce n'est pas la même chose. Il y a des critères cliniques qui existent, que les agents peuvent connaître et qui sont assez simples. Je vous laisserai lire le guide dans un second temps. Bon, ça réexplique qu'il faut être un peu systématique dans la protection. Et donc, pareil, je vais pas insister. Et on arrive sur l'autre aspect qui est la surveillance après et voire même pendant. Alors, l'idée, c'est pas qu'on ait des agents qui, à la pause de midi, juste avant de manger le sandwich, s'inspectent mutuellement et se tâtent les uns les autres. Il y a un moment, ça, c'est pas tout à fait possible dans le monde professionnel. Donc, on demande l'aide de son collègue sur une zone qu'on ne peut pas atteindre, voilà, et sur lequel on l'autorise à aller évidemment jeter un coup d'œil à sa place. Voilà, ça c'est quand même l'idée globalement qu'on a, parce qu'on a eu pas mal de remarques là-dessus. Voilà, sur la contamination des vêtements qui sera liée au répulsif, encore une fois, le vrai problème de fond qu'on a, et un des sujets qu'il faudrait qu'on discute ensemble, mais éventuellement avec d'autres professionnels, je sais qu'il y en a un certain nombre autour de la table, c'est que il y a quand même beaucoup de circonstances où réexpliquer aux agents que la contamination des vêtements, voilà, et en fait, il faut séparer les vêtements professionnels des vêtements perso. Parce que quand on utilise un produit chimique sur un vêtement ou à proximité d'un vêtement, l'idée, c'est pas de le trimballer le soir dans sa chambre d'hôtel, quoi. Donc, c'est aussi d'essayer de séparer les vêtements professionnels des vêtements civils. Ça, c'est une règle générique qui existe. Alors, il y a certaines équipes, par exemple celles qui vont chasser les tiques. Bon, alors là, on est encore dans un autre type de contrainte. On est d'accord que quand on va chasser les tiques, l'idée, c'est pas de les repousser à distance. Donc, eux ne peuvent pas utiliser de répulsifs. Et donc, on va augmenter la protection mécanique. Et donc, c'est eux les pneus Tyvek. Hein. On ne fait pas travailler pendant 12 heures une personne dans une pneu Tyvek. Hein. Si vous avez déjà essayé, c'est juste insupportable. Donc voilà, encore une fois, il y a une modulation. Alors il s'avère que ces équipes-là, en général, elles ont des tenues réutilisables. Et donc la technique qu'elles ont, c'est comme elles ont des congélateurs à moins 80, elles mettent ça dans un sac poubelle et puis elles le laissent au congélateur pendant 24 heures. Il paraît qu'il y a des études qui montrent que c'est assez efficace. En tout cas, en général, quand ils retrouvent des tiques, elles sont mortes. Alors ça, c'est sur la partie inspection, où il y a les zones qui sont plus touchées que d'autres, hein, les zones qui sont chaudes et humides. Vous voyez qu'il y a certaines zones entre collègues, c'est compliqué quand même. On est d'accord. Pour autant, ça peut arriver. Voilà, sur les consignes pour retirer la tique, j'insiste pas aussi parce que je pense pas que ce soit l'endroit. Bon, il faut quand même se rappeler que c'est pas mal de désinfecter quand on se protège d'un risque infectieux.
Voilà, ça reprend quand même quelques éléments factuels. On est rentré dans des trucs un peu bizarres, mais on a entendu aussi un certain nombre de choses sur lesquelles notre guide, l'utilité du guide, l'idée, c'est vraiment de redonner une base aux agents, mais aussi aux encadrants en redisant, mais c'est ça le bon sens pour évaluer ce risque-là. Voilà. Alors, bah, sur cette partie-là, c'est à peu près tout. Très bien. Moi, je vais passer assez rapidement sur les mesures administratives parce qu'elles sont propres à notre établissement. On les connaît, on peut les discuter avec les assistants de prévention pardon, et les gestionnaires d'unité. C'est tout simplement les notions de signaler, de déclarer, de tracer dans la mesure en fait, de pouvoir derrière être couvert par l'employeur en cas de morsure professionnelle. Donc, on déclare le volet A pour la première morsure de l'année civile, et ensuite, s'il y a consultation, parce que doute, parce que iritème, parce que ceci, parce que cela, volet A, volet B. Voilà, et on déclare surtout l'accident, c'est important de prévenir l'employeur. Voilà, je ne m'étale pas plus, je viens sur le questionnaire qui est un élément important. Alors, ouais, c'est le dernier point qu'on voulait aborder avec vous. Donc, comme vous avez compris aujourd'hui, l'idée, c'est d'améliorer l'information, le niveau de protection et de faire de la prévention auprès des agents qui sont des agents exposés. On a quand même un certain nombre, effectivement, de morsures qui continuent à apparaître. Et en fait, aujourd'hui, on n'a pas réussi à mettre en place un dispositif qui permettrait d'être relativement systématique sur l'identification des problèmes qui sont relevés et pourquoi on a des accidents. Par contre, on se rend compte que les circonstances de ce type d'accident sont un peu toujours les mêmes. Et donc, c'est assez facile, et on l'a fait, d'automatiser un questionnaire d'enquête sur lequel on ne va pas faire un dispositif d'art des causes exceptionnel. Et l'idée, encore une fois, dans un certain nombre d'équipes, c'est de faire une déclaration de morsure de tic par an qui couvrirait l'année en cours. Ça, c'est un dispositif qu'on a dans certaines de nos équipes. Et par contre, ce qu'on demande aux agents, c'est à chaque accident d'essayer de nous décrire un certain nombre de choses. C'est fait par City pour un certain nombre de PST avec qui ils ont des contrats. Sur l'INRAE, pour l'instant, ce n'est pas mis en place. Et donc, on a commencé par un questionnaire papier. L'idée, c'est de savoir quelles sont les circonstances. Donc, c'est de reprendre les éléments qu'on vous a montrés tout à l'heure. J'allais faire quoi, je faisais quoi, j'y étais depuis combien de temps, dans quel environnement j'étais. Et puis, ça, c'est des questionnaires qui étaient utilisés par CITIC. Et puis, on a rajouté un certain nombre d'autres choses qui sont où est-ce que vous avez été piqué, quel type de protection vous aviez. Donc, c'est une enquête, un arbre des causes assez classique sur lequel on revient sur les circonstances de l'accident. Et derrière, on analyse ça derrière. Alors, pour l'instant, la façon de l'administrer, bah, c'est qu'à chaque fois qu'un agent déclare un volet A, donc il y a un accident, une déclaration, le gestionnaire d'unité donne l'enquête, ça met 5 minutes, entre 5 et 10 minutes à remplir, et pour l'instant, on en a déjà un certain nombre. L'idée, c'est d'essayer d'identifier les points qui sont bloquants. Voilà. Alors, on en a déjà identifié un certain nombre. On a beaucoup de mal à faire respecter les consignes de prévention de façon transversale. On a encore des agents qui vont dans des zones où il y a de l'encéphalitatique en disette, et puis sans pince à tique pour enlever les tiques. Donc, voilà, des trucs, on essaye de s'améliorer, c'est de mieux en mieux. Et puis, on essaye aussi de les sensibiliser sur les choses à regarder. Donc, par exemple, j'insiste juste sur la partie ici, on leur parle des symptômes à surveiller dans les jours qui viennent. Bon, on a mis des trucs un peu rigolos parce qu'en fait, la grosse différence, par exemple, entre l'érythème qui survient, qui est une réaction inflammatoire qui est liée à la piqûre, et l'érythème migrans, bah, dans les caractéristiques, il y a, en fait, ma collègue vous l'a dit tout à l'heure, il faut en général entre 2 et 3 jours pour que l'érythème migrans il commence à arriver, si on a un. Et donc, les 3 premiers jours, c'est a priori pas un érythème migrans. Un érythème migrans, c'est quelque chose qui va être fixe, qui en général fait plus de 5 cm de diamètre et qui va avoir tendance à rester plusieurs semaines et deux à s'élargir. D'accord? Donc, encore une fois, ça, c'est des critères sur lesquels on essaie de former les agents pour qu'ils connaissent bien la différence entre érythème migrans, juste irritation qui peut être exactement identique quand vous faites piquer par un moustique. Hein. Voilà, donc on fait ce genre de choses et puis on essaie de les sensibiliser sur, effectivement. Alors, dans les symptômes, on a pris un peu du mixte. Hein. Il y a des trucs qui sont complètement hurluberlus et donc quand on les coche, c'est soit qu'ils ont été un peu vite sur le questionnaire, soit qu'on n'a pas été très bon sur l'information des informations qu'on leur passe. Donc, par exemple, la baisse de vision brutale nécessitant une canne, ça n'est pas un symptôme ni de maladie de Lyme, ni d'encéphalitatique. Hein, voilà. Et donc, on a fini. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'était clair? Merci beaucoup. Une question de la salle? Sinon, je vois
Vas-y. Merci de cet exposé complet. Je crois qu'il y aura quand même sans doute un problème qui va apparaître, donc je le vois très bien. C'est qu'en fait, la plupart de nos agents ici ont travaillé dans des zones de niveau 3, puisqu'on travaille très souvent en Alsace, dans les Vosges, etc., et en pleine forêt, donc dans des zones où il y a des ailes, etc. Donc on sera le plus souvent au niveau 3. C'est un problème. Donc, du coup, pardon. C'est un problème, c'est un paramètre à prendre en compte. C'est un problème. Mais du coup, la combinaison qui est présentée sera inadaptée. Mais la combinaison de travailleurs, donc il y a un petit décalage. Non, il n'y a pas de décalage. La combinaison qu'on vous a montrée, c'était sans doute un mauvais exemple le moment où vous la montrez. Nous, ce qu'on veut, c'est augmenter la protection mécanique. Aujourd'hui, le vrai problème qu'on a, c'est d'augmenter l'étanchéité de la protection mécanique. Ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, typiquement, c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'éthique, on sait qu'elle passe par là. Et ensuite, nous, le problème qu'on avait sur le terrain, c'est une utilisation complètement hurluberlue des molécules répulsives. D'accord? Donc là, on reprécise dans quel contexte on les utilise. Et donc, moi, ça ne me pose aucun problème qu'on préconise et que l'employeur préconise des répulsifs identifiés. Et il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, qui sont l'imprégnation des vêtements. L'imprégnation des vêtements, aujourd'hui, elle est faite de façon à la tête du client, c'est-à-dire qu'on a des agents qui achètent des répulsifs pour imprégner leurs vêtements. Aujourd'hui, ça n'est pas validé en France par l'ANAS, donc ça n'est pas utilisable d'un point de vue professionnel en France. Ça a été testé sur des populations, par exemple dans l'armée. Ils pré-imprègnent des vêtements. Vous en trouvez aujourd'hui sur Internet, vous trouvez des chaussettes, vous trouvez des t-shirts pré-imprégnés. Ça tient 40 à 50 lavages. A priori, c'est plutôt une solution qui a un moment où on va essayer d'utiliser. Nous, ce qu'on veut, c'est améliorer la protection, l'uniformiser et avoir des messages clairs par rapport aux agents. Et là, ce que je suis en train de vous préciser, c'est, me semble-t-il, un message clair. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'imprégnation soi-même de ses vêtements et de ses guêpes, parce que, un, ça en met partout, deux, c'est souvent des sprays qui sont utilisés, et donc vous en inhalez, et donc vous vous exposez à ça. Donc pour l'instant, l'imprégnation des vêtements n'a pas été choisie, et en fait, on préconise plutôt des répulsifs cutanés. Ça, c'est une position qui me paraît plutôt nouvelle et claire, quoi. Et puis pour compléter, le niveau 3 de protection va être aussi en fonction de l'activité. Ce n'est pas parce que vous êtes dans les Vosges en massif forestier que vous allez être au contact du sol sur des temps prolongés. Donc c'est ça à prendre en compte aussi. C'est ça qu'on voulait dire, c'est que les niveaux de protection de l'agent, il va être modulable en fonction de son activité. Si ça se trouve sur la journée de travail, vous allez avoir 1 heure en niveau 3 de protection avec la tie-back et le reste, vous allez être sur du niveau 2, voire sur du niveau 1 s'il y a beaucoup de déplacements. Donc voilà, tout ça, ça se combine. Effectivement, sur des activités massif vosgien, Alsace, en termes d'exposition et de présence de tiques, oui, on va être déjà sur des niveaux élevés de base. Ensuite, on a une vraie question aujourd'hui, et moi je profite de cette présentation pour faire aussi un petit appel à des volontaires parmi les uns et les autres. On n'a aucune uniformisation des vêtements de travail aujourd'hui. Alors ça, c'est le cas au sein d'INRAE. Je sais que c'est le cas dans d'autres structures de recherche autour de nous. Et l'idée, ce serait sans doute de travailler de façon collective, typiquement sur des manchettes et ou des vêtements qui permettraient d'être à la fois confortables pour les situations réelles de terrain. Et voilà, je pense que ça, c'est un vrai axe d'amélioration qui est de proposer des vêtements qui soient adaptés à plus de circonstances. Oui, qu'on ait une réflexion et qu'on tende vers des pratiques comme l'ONF, par exemple, où ils ont des vêtements de travail siglés de surcroît. Ça nous permettrait aussi d'être plus identifiables en forêt, hein, massif quand on y est. Je pense notamment à nos activités de tir, hein, où on a besoin d'être identifié pour ne pas être confondu avec des chasseurs. Donc voilà, ça pourrait être dans une réflexion autour de cet équipement-là, de ces équipes. Oui, Oliver? Juste un petit commentaire d'expérience de terrain. C'est par le fait d'être allongé par terre qui augmente le risque d'éthique. On peut aller en forêt, les tiques qui sont assis en haut des arbres. On peut faire 3 pas dans une partie à haute, on peut avoir 25 tiques sur 4 véhicules. Et là, vous êtes bien. Mais là, la chose qui me manque là-dedans, c'est la vigilance personnelle. Si je suis toute la journée en forêt, si je regarde tous les quarts d'heure mon pantalon, j'enlève 5, 6, 7 tiques et je diminue le risque. Oui, alors c'est dans le guide, encore une fois. Là, ça c'est super important. C'est comme ça on diminue en fait. D'accord. La surveillance en continu. Merci. Et les tiques ne sont pas dans les arbres, effectivement, plutôt sur les arbres hautes. Oui.
Et du coup, pour la vaccination, pour lancer la létalité dans le Nord-Est, pour les centres et Grand Est. Alors, ça aujourd'hui, on vous l'a redit tout à l'heure, ça dépend de l'évaluation du risque que vous faites et de l'activité que vous faites. Et donc, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de préconisation systématique de protection des populations, y compris professionnelles. Moi, dans ma pratique, donc moi, je m'occupe de centre Val-de-Loire, où j'ai des agents qui sont sur Orléans et qui travaillent typiquement régulièrement dans le Grand Est et ou sur la traversale, la zone transverse qu'on a identifiée dans le centre de la France, et ou dans des zones dans les pays de l'Est régulièrement. Ceux-là, c'est au cas par cas. Et ça m'arrive, pour l'instant, j'ai dû vacciner une quinzaine d'agents. D'où l'importance de l'auto-analyse, en fait. Pardon? Et c'est pris en charge. Évidemment que c'est pris en charge, c'est prescrit par le médecin du travail. C'est prescrit par le médecin du travail, pris en charge et fait dans un cadre professionnel. C'est une vaccination qui est une vaccination usage professionnel. Le vaccin coûte, donc, je risque de dire une bêtise, mais je crois que c'est 80 €. Il y a au moins 2 vaccins à faire. Voilà, il faut juste savoir s'il y a des médecins dans la salle. Ça ne fait pas partie du calendrier vaccinal classique, donc ça ne peut pas être réalisé par les pharmaciens. C'est forcément fait par un professionnel de santé. D'où l'intérêt de l'auto-analyse qu'on vous a présenté à la fin, parce que ça permet aussi de savoir la quantité de piqûres, parce que tout agent peut être piqué. Moi, j'ai été piqué ici, alors je ne suis pas forestier. Il y a des agents qui sont énormément piqués, d'autres peu. Ça permet vraiment au dialogue médecin du travail-agent d'adapter cette prophylaxie et de faire ou pas la vaccination. L'acte de vaccination n'est jamais un acte anodin non plus. Il doit être réfléchi en fonction de l'activité de l'agent. Encore une fois, ce n'est pas une opposition de principe, mais nous, ce qu'on veut vraiment, c'est monter le niveau de protection, c'est-à-dire vraiment insister auprès des agents, et on l'a bien vu dans cette demi-journée. On a d'autres pathogènes, quoi. Et en fait, pour l'instant, on n'a pas des vaccins sur tous les pathogènes. On a des pathogènes qui sont plus ou moins dangereux, et donc on veut vraiment insister sur le fait que la protection mécanique est la priorité, empêcher la tique d'arriver jusqu'à la peau. Dans les mesures, il y a le vêtement, il y a l'inspection, et on a bien réinsisté dans le guide sur le fait qu'on peut s'inspecter au fil du travail. C'est pas nécessairement parce qu'il y avait beaucoup de guides. Et typiquement, on a récupéré un guide de Lyon et on les remercie. C'était le guide de base et qui était fait et qui datait un peu, qui disait qu'il faut qu'on s'inspecte à la fin du travail. En fait, nous, ce qu'on a redit, et merci Olivier de l'avoir reprécisé, on peut s'inspecter très bien en fonction des circonstances. Quand on travaille dans des zones où il y a beaucoup d'herbe et où il y a plutôt des zones humides et où c'est plutôt de l'ombre, on a un risque qui est forcément plus important que quand on est au milieu d'une prairie où l'herbe elle est rase et où il fait sec depuis 3 semaines, quoi. Voilà, c'est la réalité que vous connaissez parce que vous êtes sur le terrain. Et j'ai aussi des chercheurs qui vont dans l'Est, qui partent une fois par an vérifier des parcelles en chemisette, avec un truc où il y a plein de trous partout, et qui s'étonnent le soir, en fin de poste, de se retrouver avec des tiques sur eux et qui n'ont pas de pince à tiques. La réalité de ce qu'on vit et ce qu'on voit, c'est quand même ça. Donc nous, ce qu'on veut, c'est monter le niveau de perception du risque et d'information de l'ensemble des agents. L'inspection mutuelle entre collègues, on va doucement. Vous avez d'autres questions? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à tous les intervenants. On avance dans la bonne direction, que ce soit en recherche avec les nouvelles connaissances sur tous les domaines, mais aussi en termes de prévention. Donc, merci encore une fois à tous et merci d'être venus.